Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir. Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce tout premier numéro de Regard Croisé de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Mali, fin de l'accord de paix. Les militaires ont choisi la guerre selon le CSP. Après le Mali, nous parlerons de la CEDEAO. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont annoncé ou annoncent leur retrait de l'organisation. Notre troisième sujet concerne les migrations. Le sommet Italie-Afrique s'est ouvert ce dimanche à Rome, puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler d'inclusion financière. Le FNFI a célébré ses 10 ans. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et analyste politique. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir aux téléspectatrices et aux téléspectateurs et surtout bonne semaine à tout le monde et spécialement aux agents de New TV. Merci beaucoup à vous Gabin. À côté de vous, Dieudonné Sewonou, vous êtes journaliste, directeur général de Elios Service. Bonsoir Dieudonné et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes chers panélistes ici présents, bonsoir à mes chers internautes, chers téléspectateurs, téléspectatrices. On y est encore pour quelques minutes. Merci beaucoup. Notre troisième invité, Fioclou Adanglenou, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir Fioclou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes deux co-débatteurs, bonsoir téléspectateurs et téléspectateurs d'Inno TV. Bonne semaine à tous. Avec vous, nous abordons notre premier sujet, direction le Mali. Fin de l'accord de paix, les militaires ont choisi la guerre selon le CSP à la suite de l'annonce la semaine dernière de la caducité ou de la fin officielle de l'accord de paix signé en mai 2015 en Algérie entre les différentes parties prenantes dans les conflits ou cette instabilité qui avait émaillé le Mali. Les nouvelles autorités maliennes ont décidé de mettre fin à cet accord, une fin qui donne peut-être la chance à un nouveau dialogue national inclusif annoncé par le président de la transition Assimi Goïta, sauf que la fin annoncée officiellement de cet accord n'a pas vraiment été du goût de tout le monde. Les ex-rebelles rassemblés au sein du cadre stratégique permanent ont dénoncé cette fin annoncée par Bamako. Ils y voient une déclaration de guerre. Selon eux, Bamako a choisi la guerre et ils n'ont pas d'autre choix que de faire donc la guerre à Bamako. Ils disent se battre donc jusqu'à leur dernier souffle, si je peux reprendre d'une certaine manière. Leur intention, voilà leur position. En mettant fin à l'accord de paix, Bamako a choisi la guerre et les rebelles sont prêts donc à refaire la guerre à Bamako, Gabin. Oui, c'est ce qui ressort de la mise en caducité de l'accord de l'Algérie, l'accord d'Alger, l'accord là qui avait permis au Mali de retrouver un temps soit peu la paix après les mouvements indépendantistes et autres. Mais bon, par après, on a tous constaté que cet accord-là avait du mal à être appliqué. Il y avait une certaine... à chaque moment, les rebelles reprenaient des armes et tout. Donc, c'était un peu difficile d'appliquer ces accords-là à la lettre. Et puis, bon, les parties prenantes, y compris l'Algérie même, avaient du mal à pouvoir faire la paix, l'unanimité entre les deux parties, à savoir les groupes indépendantistes Touareg et l'État malien. Ceux-là tenaient forcément à leur indépendance et bon, à un moment donné, il va falloir que on prenne des décisions assez sérieuses qui concernent l'État malien. C'est ce que les Maliens essaient quand même de faire, Assimi Goïta et ses hommes. Bon, moi je dirais pas qu'ils ont quand même choisi la guerre, même si les Touaregs aujourd'hui disent que bon, eux ils sont prêts à faire la guerre. Je pense qu'il y a d'autres canaux pour pouvoir discuter, puisque dans un État on ne peut pas parler uniquement que de guerre. À un moment donné, même les guerres les plus atroces finissent par des négociations. Donc à un moment, je pense qu'il faut aller juste directement aux négociations et trouver des solutions. Parce que ici, à un moment, je me dis, le Mali, ils ont fait des concessions. Les Touaregs, eux aussi, disent qu'ils avaient fait des concessions, mais l'État malien appartient à tout le monde. Que ce soit au camp Assimi Goïta ou au camp des Touaregs, ça appartient à tout le monde. Maintenant, on ne gagne rien à déstabiliser ce pays-là.
le plus important, c'est quand même d'arriver à trouver un compromis. Le problème ici est que le Mali dit que l'Algérie même manipule un tant soit peu ceux-là qui sont partie prenante de cet accord. Et donc, il faut penser à autre chose. Et raison pour laquelle je pense que le Mali veut initier un dialogue intermalien pour pouvoir résoudre le problème. Et je pense que c'est la meilleure des choses en fait. Si vous avez l'intelligence de résoudre vos problèmes vous-même, je ne pense pas qu'il faille appeler quelqu'un qui vient d'ailleurs pour résoudre le problème. Aujourd'hui, les Maliens sont assez intelligents. Et si les Touaregs pensent réellement à l'unicité du Mali, surtout à la stabilité du pays, penser réellement au développement, je pense qu'il faut poser le problème sur la table, accepter ce dialogue intermalien-là qui avait déjà entre-temps été proposé par Assimi Goïta et ses hommes, mais qui n'avait pas abouti. Je pense que cette fois-ci, si on leur propose, si on leur tend la main, ils vont quand même accepter pour que, on arrive à faire la paix au Mali pour ne pas créer des poches de tension un peu partout. Sinon, s'ils ne le font pas, si les Touaregs aussi ne le font pas, ça veut dire que, ils ont d'autres intentions derrière la tête. S'ils en tiennent à leur histoire d'indépendance et autres, je pense que à un moment donné, ça va éclater. Et puis on aura encore ces guerres-là qui n'aident pas réellement le Mali. Alors, ils disent qu'ils ne voient pas d'autres possibilités de dialogue à part ce cadre stratégique, cet accord-là d'Alger qui vient d'être déclaré caduc. Ils ne voient pas d'autres moyens de s'accorder avec ou bien de discuter avec les autorités. Oui, c'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire que le dialogue annoncé par Assimi Goïta ne va pas aboutir ou ne va pas profiter à ces gens-là. Si ça n'aboutit pas, ça veut dire que ce sont des gens qui étaient déjà intransigeants par rapport à leur prise de position, qui étaient déjà d'accord pour ne pas participer à un dialogue intermalien. Parce que là, si on vous propose de discuter entre vous-même sans une tierce partie, je ne vois pas la raison pour laquelle vous n'allez pas accepter. Je ne vois pas la raison pour laquelle vous n'allez pas accepter. Il faut quand même accepter, aller aux discussions et poser vos problèmes. Maintenant, si les problèmes peinent à se résoudre, c'est là où vous allez montrer votre rapport de force. Mais si on vous appelle à discuter, ou même moi vous dites non, on va pas aller à cette discussion-là, mais on est prêt à faire la guerre, ça veut dire que depuis fort longtemps, vous avez été de mauvaise foi. Raison pour laquelle, depuis 2023, les hostilités avaient repris. Donc, est-ce que c'est la faute à Assimi Goïta et à ses hommes ou bien à l'État malien? Non, c'est pas la faute à l'État malien, c'est plutôt à ceux-là qui réclament toujours quelque chose et ne veulent pas faire des concessions. Or, quand on vous appelle à un dialogue, à un accord, ça veut dire que chaque partie a accepté faire des concessions. Mais aujourd'hui, sauf que pour ce dialogue, on a dit qu'il y a certains points qui ne feront pas l'objet de discussion. Oui, effectivement. Par exemple, à l'idée indépendantiste de ces gens-là, on ne peut pas accepter parce qu'on prenait l'unicité du Mali. Accepter la séparation ou bien l'indépendance de ces gens-là, ça porte atteinte à l'unicité même de l'État malien prôné par Assimi Goïta et ses hommes. Et nous tous, on veut la calmie, la paix, l'unicité de l'État malien. Donc, on ne peut pas aller sur ce angle-là disant que non, nous, on ne veut pas discuter, on veut aller à la guerre. C'est autour d'une table de discussion qu'on peut poser ces problèmes. Mais si vous ne voulez pas le faire, alors là, il faut aller à la guerre et on va voir qui va gagner. D'autant plus que le Mali a déjà fait mordre la poussière à ces gens-là à Kidal. Alors, Fioclo Adambleno, je reprends un extrait de ces propos des rebelles du CSP qui disent c'est un retour à la case départ. Ils disent aussi que nous ne voyons pas de possibilité quelconque de dialogue ou d'une solution pacifique avec cette junte. Ils ont choisi la guerre. Impossible de trouver une solution avec eux, surtout avec la présence des mercenaires Wagner sur le terrain. Cette junte a choisi cette option. Ils nous l'ont imposé et nous n'avons pas d'autre choix que de mener cette guerre jusqu'au bout contre cette junte. Voilà la déclaration du CSP. Avoir les événements récents sur le terrain, l'armée malienne, avec l'aide des éléments de Wagner, ont vaincu les Touaregs et ont repris Kidal. Fort de cette victoire, le gouvernement de transition Assimi Goïta a voulu prendre les arènes du pouvoir. C'est-à-dire que l'armée malienne sait qu'aujourd'hui, les Touaregs n'ont plus les moyens pour leur faire face. Si les Touaregs avaient la possibilité
de résister au niveau de Kidal, on n'en serait pas là. Ils sont vaincus sur toutes les lignes, que ce soit à Ménaka, à Tefis, tout ça, ils sont vaincus. Donc, quand ils disent qu'ils vont faire la guerre, ils vont faire la guerre avec quoi et avec qui? Le problème on sait qu'à Kidal, on n'a pas vraiment eu d'affrontement. Hein. Ils ont dit qu'ils ont fait un repli tactique voilà, effectivement, vers l'Algérie. Ce qui veut dire que la récente visite de l'imam à Alger a poussé la junte à dire que l'Algérie soutient les rebelles. Et depuis quelques semaines, entre Alger et Bamako, le torchon brûle au niveau diplomatique. Bon, aujourd'hui, la décision de la junte d'organiser une table ronde inter-malien prouve à suffisance que Assimi Goïta a constaté qu'il faut rassembler les fils pour discuter des problèmes du Mali sans l'intervention extérieure. Mais aujourd'hui, comme ils ont cadré les thèmes à discuter, c'est-à-dire il y a certains points qui sont indiscutables. Oui. C'est ça qui pousse les rebelles à faire ces genre de déclarations. Mais connaissant Goïta, le chien aboie, la caravane passe. Et donc pour vous, il n'y aura rien, on va faire ce dialogue, ceux qui veulent participer, ils vont participer. Ceux qui ne veulent pas participer seront sur le carreau. Mais s'ils veulent réagir militairement, je sais qu'aujourd'hui l'armée malienne est puissante pour répondre. Ok. Dieudonné Sewonou, en choisissant donc cette option, le Mali, oui, les autorités maliennes ont choisi la guerre et les rebelles se disent prêts à leur faire cette guerre-là. Ils se disent que cette guerre leur est imposée parce qu'ils ne voient pas d'autres moyens de discussion. Et pourtant, le Mali avait déjà annoncé l'ouverture prochaine d'un dialogue national. Alors, vous comprenez que les rebelles ne s'inscrivent pas dans une logique de Maliens ou alors de citoyens maliens. Parce que si le pouvoir annonce un dialogue intermalien et que d'aucuns à côté trouvent que ce cadre n'est pas propice pour parler des problèmes maliens et donc il faut plutôt un autre cadre qui est hors pays, vous comprenez que l'intention de ces gens-là n'est pas la vie du Mali, mais plutôt nourrir une autre mentalité, une autre affaire qui est dans l'ombre qu'on a du mal à comprendre exactement. Alors s'ils sont véritablement maliens, je pense que dire que les problèmes maliens se résorbent au Mali, en soi, n'est pas quelque chose, n'est pas une déclaration de guerre. Les mots sont forts, qu'on dise que les militaires ont choisi le chemin de la guerre et donc on serait prêt à aller en guerre. Contre qui, finalement? Contre le peuple malien? Ou alors contre juste les militaires qui sont au pouvoir? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Lorsqu'on parle de la caducité de quelque chose, c'est que la chose n'arrive plus à donner les fruits qu'on attend d'elle. C'est que la chose a pris son temps, mais ne fait pas le résultat qu'on entend d'elle. L'accord de paix de 2015, jusqu'ici, a donné quoi sur la situation au Mali? Les violences ont toujours fait place aux discussions. Depuis 2003, ce n'est pas Goïta qui boude aujourd'hui cet accord d'Alger. Non. Mais depuis ce temps, il y a toujours des violences. Jusqu'à ce qu'en 2015, qu'on retrouve une semblant ou alors une sorte de table de discussion orchestrée d'ailleurs par des gens qui ne sont pas du territoire malien. Regardez comment cette affaire... Mais qui ont aussi des intérêts à ce que la situation peut-être se résorbe au Mali. Vous avez bien dit peut-être se résorbe. Ou alors que la situation se calme dans leur avantage. Ceux qui ont organisé cet accord d'Alger, qui étaient ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils visaient? Est-ce réellement la paix du Mali? La stabilité du Mali? Non. L'intérêt est ailleurs. Mais aujourd'hui, comme l'enjeu n'est plus au cœur des préoccupations, il faut tout faire pour déstabiliser ceux qui ne veulent plus travailler avec cet accord. Et donc, tout y est. Il faut aller à un gars. Donc les rebelles ne font que répéter les intentions noires qui sont dans l'ombre et qui s'agitent à se faire ou alors à venir au grand jour, alors que là n'est pas la bonne option. Si on était véritablement malien, je pense que les problèmes maliens doivent se résoudre au Mali et non à l'étranger, ou alors encore moins et non ailleurs. Ce que Goïta veut aujourd'hui, c'est quoi? Malien,
venons ensemble autour d'une table, parlons des problèmes maliens et trouvons une solution endogène. Alors, quoi de plus normal? Alors, est-ce que, normalement, la déclaration officielle de la caducité de cet accord devait s'y prendre quand on sait que depuis un moment, les choses ne vont plus vraiment dans le sens de cet accord? Tantôt on craque les portes par-ci, tantôt on refuse de mettre en exécution certaines clauses de cet accord. Est-ce qu'il ne fallait pas s'attendre naturellement à ce que d'un beau jour, l'une des parties se lève pour dire, ben moi je sors de cet accord parce que je n'y trouve pas mes intérêts, est-ce que ça doit surprendre quelqu'un aujourd'hui qu'on annonce officiellement que cet accord d'Alger n'est plus d'actualité? Oui, je peux affirmer que les récentes victoires de l'armée malienne sont à la base de cette déclaration. L'armée malienne s'est sentie aujourd'hui puissante, qu'elle peut écraser toute tentative de rébellion. Et si Goïta a attendu jusqu'à ce jour, c'est que son staff est d'accord avec lui et que des mesures sont prises afin que, pour toute velléité, cette armée puisse intervenir. Mais ce que moi je ressens, c'est que je vois, c'est que les rebelles du CSP ne peuvent plus agir au Mali comme ils l'ont fait entre-temps. Le gouverneur qu'on a nommé là-bas, c'est un Touareg comme eux et il connaît bien le terrain. Le campement des militaires qui sont là, alors qu'il y a quelques années, il n'y avait même pas de détachement militaire à Kidal. Donc, le coin est bien sécurisé. Si on reconnaît qu'ils se sont repliés vers l'Algérie, est-ce que c'est l'Algérie qui va leur permettre de franchir leurs frontières pour venir attaquer? Si l'Algérie a permis cette médiation et a abrité enfin cette médiation, si elle est partie prenante, donc elle a tout faussé. C'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères a fait une déclaration que la reprise des hostilités au niveau de cette région mettrait la région en difficulté. Ce qui veut dire que Goïta et ses hommes suivent de près les futures actions de l'Algérie. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.